la comédie, les musiciens autour de la fontaine. La paillade, un couteau sort pendant la partie de pétanque. Et dans ma tête un air de Brassens. Place l'Acadie, on voit l'église Saint-Germain. Place de la Concorde, la CSR fouille la foule. Place du Pont-Neuf, on vend des cachets sous le cheval d'Henri IV. Et dans ma tête un air de Piaf. La patrie qui me fonde est lointaine vue d'ici. L'image d'un grand russe dans un train à Paris. La patrie, ma fondation, belle à notre diffère depuis les plaines d'Abraham. Allô, allô les amis, vous écoutez bien La Patrie, notre 10e édition, et aujourd'hui encore avec Robert Williams, et plus tard nous avons JP qui va nous rejoindre avec sa chronique, et aujourd'hui nous allons parler de Marie-Joseph Angélique, qui est en fait compte une énigme, un mystère un peu comme histoire, et qui, le mois dernier c'était l'histoire, c'était le mois de l'histoire noire, donc Marie-Angélique était une esclave, et qui, en fait, compte une histoire incroyable, aussi très touchante comme histoire. Alors, on vous revient tout de suite avec ça, et on vous parle aujourd'hui de Marie-Joseph Angélique. Depuis les plaines d'Abraham. Après la venue Champlain, un obsédé de valeur dans un champ perdu. Tourne à droite, tourne à gauche, l'hôtel doit pas être loin. Et dans ma tête un air de butler. La patrie qui me fonde est lointaine vue d'ici. L'image d'un grand russe dans un train à Paris. La patrie, ma fondation, belle à notre diffère depuis les plaines d'Abraham. La patrie qui me fonde est lointaine vue d'ici. L'image d'un grand russe dans un train à Paris. La patrie, ma fondation, belle à notre diffère depuis les plaines d'Abraham. Bon, alors vous écoutez La Patrie sur Radio Halifax, CKRH, et aujourd'hui on parle de Marie-Joseph Angélique. En fait, compte une histoire que moi j'avais jamais entendu parler. J'avais entendu parler des grands feux du Vieux-Montréal, et surtout quand j'étais à Montréal, puis je faisais une tournée qu'on parlait des feux de la Nouvelle-France. Et en fait, compte, c'est un mystère extrêmement intéressant que Robert, tu m'as montré ça la semaine dernière. Bon, on en parlait de la semaine dernière. Et puis moi, j'ai fait un peu de lecture là-dessus, puis ça m'a vraiment frappé que c'était une histoire un peu dérangeante. Oui, en même temps, c'est une histoire très, très importante, quelque chose, c'est une partie de l'histoire canadienne que souvent on oublie. Je me demande des fois si c'est par volonté ou est-ce que c'est simplement que c'est pas très, très, très connu. Mm-hmm. Je pense que avant de commencer à examiner en profondeur Marie-Angélique, ça vaut la peine en premier expliquer un peu l'esclavage en ce qui est aujourd'hui le Canada. Il y a une tendance, je pense que une croyance un peu transcanadienne que l'esclavage ça fonctionnait pas ici, probablement parce que nous les Canadiens nous sommes très gentils comme peuple. Malheureusement, c'est pas le cas. En effet, il y avait l'esclavage ici. En même temps, c'était jamais au même niveau, à la même taille qui existait en ce qui est aujourd'hui le sud des États-Unis. En grande partie pour des raisons économiques. C'était pas des grandes
des grandes forces de travail en esclavage. C'était plutôt l'esclavage domestique. Oui. Dans le sud des États-Unis, on a besoin des milliers de travailleurs pour faire fonctionner les immenses plantations de coton puis tout ça. Pendant qu'en Nouvelle-France, surtout dans les années 1600 puis 1700, la grande industrie, c'est toujours la commerce de fourrure. Alors, quand ils pensent utiliser un esclave pour aller chasser les fourrures, ça, c'est pas très logique. Si je te donne toutes les provisions, toute la nourriture nécessaire pour partir en expédition pendant 1 an, avec un mousquet, c'est probablement... Tu reviens pas. Soit tu reviens pas, puis même peut-être tu vas me tuer moi-même. Moi, je suis le propriétaire. Ah, c'était pas trop, c'était des esclaves, oui, il y en avait, mais c'était d'habitude, ils travaillaient comme domestiques dans la maison. Alors, et si on veut, peut-être c'est là le début de le sentiment que l'esclavage, c'était pas si pire au Canada. On aime penser que, OK, oui, si on avait, c'était un travail pas aussi exigeant. Peut-être, en même temps, c'est toujours des gens qui sont officiellement propriétés. Alors, j'ai vraiment essayé de chercher, est-ce qu'on peut trouver des chiffres, nous donner une idée? Et apparemment, il y a des grandes variations. Moi, j'ai trouvé un qui disait de 1689 à 1709, il y avait à peu près 11 en tout dans toute la Nouvelle-France. Puis d'autres sites qui ont dit que ça montait jusqu'à 1000. Okay. Alors, il y a toujours beaucoup de variété, si on veut, dans les chefs. La grande majorité des esclaves, en effet, ils sont pas d'origine africaine, mais plutôt des autochtones qui étaient capturés en guerre, souvent en guerre au sud, dans ce qu'on a regardé ça la semaine passée, oui. la Louisiane. Alors c'était en fait compte des esclaves, la majorité des esclaves en Nouvelle-France. Tu es en train de dire que c'était des autochtones qui étaient plutôt comme des prisonniers de guerre qui en tant que tels, deviennent esclaves. Oui. Okay. De plus, en France et en Nouvelle-France, excuse-moi, jusqu'à 1709, officiellement, l'esclavage, c'était illégal dans la colonie. Ah, OK. Ayant dit tout cela, c'est sûr et certain que ça existait. De plus, éventuellement, c'était compris qu'il fallait passer des lois pour donner des définitions. C'est quoi un esclave? Puis c'est quoi peut-être les droits ou probablement plutôt les droits que les esclaves n'ont pas. Alors, okay. En Nouvelle-France et j'imagine aussi dans la France comme telle, une esclave n'avait pas le droit à signer des contrats, évidemment. Il ou elle pouvait pas être propriétaire. Mais intéressant, il ou elle peut pas se faire accuser comme criminel. Ah. Ils sont pas des personnes, ils sont pas des personnes libres. Alors comme tel, il peut pas. S'ils font un acte criminel, c'est la propriétaire qui est responsable et c'est lui qui doit faire la réparation. Soit avec l'argent ou en récompense. Ils sont pas responsables de leur acte. Oui. Une propriétaire, cependant, a le droit de punir son esclave. On peut les fouetter, on pouvait les enchaîner, mais la vie d'un esclave est protégée. Je pense que là, la logique, c'était un esclave comme propriété. Ça serait ridicule de détruire ta propre propriété. Alors, c'est illégal de tuer un esclave. La propriétaire a aussi des responsabilités qui étaient clairement indiquées. Il faut quand même nourrir l'esclave comme il faut fournir un abri, les vêtements, prendre soin des esclaves et même pendant, si on veut, leur retraite. Une fois qu'ils sont trop âgés, c'est toujours la responsabilité de la propriétaire. Dernièrement, et voici, il faut dire une grande différence avec l'esclavage en Nouvelle-Angleterre. Dès 1724, il y a quand même l'humanité de l'esclave est reconnue. Okay. C'est pas juste la propriété, il y a quelque chose là-dedans qui veut que dans une esclave comme individu, c'est identifié, on le reconnaît comme humain et comme tel, c'est la responsabilité de la propriétaire de lui enseigner dans la foi catholique. Ah, OK. Ben là, dans ce cas-là, c'était pour sauver son âme. Oui. Et comme tel, on voit maintenant, on peut commencer à regarder un peu plus proche Marie-Angélique. Elle-même, elle était baptisée en 1730. Si on regarde son nom, c'est Marie-Joseph Angélique. Joseph, en effet, c'était son parrain à sa baptême. Alors, Angélique était née esclave à Madeira. À ce point, maintenant, c'est une partie des îles là, aux Atlantiques qui appartient au Portugal, mais à ce point-là, c'était toujours une colonie.
On n'est pas sûr quand exactement, mais elle est venue, elle est venue avec sa propriétaire en Nouvelle-Angleterre. Et en 1725, elle s'est faite acheter par François Poulain de Francheville, un businessman de Montréal qui avait descendu en Nouvelle-Angleterre. Alors, lui, il ramène Angélique et, comme on a déjà expliqué, Angélique, elle fait des travaux plutôt domestiques à la maison, mais on sait qu'elle a aussi, elle a travaillé sur la ferme de la famille qui était juste à l'extérieur de Montréal. Alors, elle est arrivée en 1725, baptisée dans la foi catholique en 1730, et en commençant en 1731, elle a eu la première de 3 enfants. Malheureusement, le garçon qui est né en 1731, il a même pas vécu 1 mois. Et en 1732, elle a eu des jumeaux, mais malheureusement, eux aussi sont morts après 5 mois. Wow. Alors, ça nous montre déjà, ça a dû être une vie, même si on aime penser qu'une esclave ici en Nouvelle-France, c'était pas aussi pire qu'aux États-Unis ou la Nouvelle-Angleterre, excuse-moi, c'est quand même, ça a dû être difficile. C'est difficile, puis en plus, elle, dans son cas à elle, qui est déjà très tragique, qui est une femme qui a eu, j'imagine, un amour. Je ne sais pas si c'était forcé ou quoi que ce soit, parce que je sais que dans ce temps-là, ben on n'est pas sûr. C'est pour ça que c'est intéressant, cette histoire. C'est comme c'est un grand mystère, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes là-dedans. Est-ce qu'elle était forcée à avoir des enfants? Est-ce que c'était une histoire d'amour? Ça, on n'est pas sûr. Mais on est sûr qu'elle a eu une vie absolument tragique. Ça, on le sait. Oui, et en même intéressant, c'est les 3 enfants, tous les 3 étaient baptisés eux-mêmes. Le père, lui aussi, identifié, il s'appelait un autre esclave, Jacques César. Et comme tu as dit, on n'est toujours pas certain, est-ce que c'était des amoureux ou est-ce que c'était plutôt juste une autre tâche qui était lancée à eux. Ça a été pratique dans ce temps-là de forcer 2 esclaves à avoir des enfants pour pouvoir faire agrandir la force de main-d'œuvre. Honnêtement, moi-même, je suis pas connaissant là-dedans. Okay. Je comprends la logique de ce que tu dis, mais je peux pas dire à 100%. Alors maintenant, on arrive dans ce qui va devenir la grande événement, pourquoi Angélique est reconnue encore aujourd'hui. Commençons en 1733, il semble que Angélique est tombée en amour ou a commencé une relation avec Claude Thibault, qui était un engagé. Un engagé, c'est une type de servitude, si tu veux. C'est un colon qui vient à la colonie, mais il ou elle est si pauvre qu'il peut pas payer leur voyage. Okay. Alors, tu fais un contrat où tu dis, laisse-moi faire le voyage. Comme récompense, moi, je vous donne 2-3 ans de travail et pendant ce temps-là, je gagne aucun paye. Okay. Il faut juste que tu me donnes un abri et la nourriture. Alors, quasiment un esclave aussi. Oui, c'est ça, basé économiquement sur une dette. Oui, exact. Alors, Claude Thibault puis et Angélique c'est sûr et certain qu'ils ont commencé une relation et éventuellement ils ont décidé très tôt après le mort en effet de la propriétaire d'Angélique, ils avaient peur que la veuve de Francheville allait vendre Angélique encore une fois en Nouvelle-Angleterre. Alors ils vont être séparés. Ils ont décidé qu'ils allaient s'échapper, en effet, en Nouvelle-Angleterre. Okay. Alors, nous sommes à Montréal, c'est 1733 l'hiver, et ils décident, on va traverser le Saint-Laurent, c'est toujours gelé, c'est en plein hiver, et on va s'enfuir vers la Nouvelle-Angleterre. Ça semble que c'était très bien planifié parce que malheureusement Thibault et Angélique se sont fait pogner à Longueuil pendant qu'ils étaient en train de ramasser des provisions qu'ils avaient déjà organisées pour planifier à être là. Ils avaient placé quelque chose en avance, puis ils ont réussi à traverser le fleuve qui était gelé. Ouais. Alors, déjà, ça, c'est tout un exploit. Ouais. Ils n'ont pas passé à travers. Déjà, aujourd'hui, même, le fleuve...
c'est dangereux, là. Oui, oui. Ah ben, S'il y en a qui se rappellent le fleuve, là, on dirait, même traverser au point où est-ce que le pont Champlain, il y a du courant, il y aurait des mouvements de glace, il y aurait toutes sortes de choses. Qui démontre encore que si c'est pas Angélique n'avait pas une vie si relaxe qu'elle a dit c'est pas grave être esclave. C'est sûr et certain que ceci si elle prend un tel risque, c'est parce qu'elle veut vraiment quitter là. Oui, mais à ton avis, ce qui la pousse à faire ça, est-ce que c'est le fait qu'elle est constamment menacée d'être revendue aux Anglais? Ben, justement, ça semble que on n'a aucune idée de c'était quoi la nature de la relation entre Angélique puis Monsieur Francheville. Okay. Mais on sait, grâce aux témoins et aux documents du tribunal qui s'en vient, que Madame de Francheville puis Angélique avaient des grands des problèmes entre les deux. Ah, OK. Madame Francheville est accusée Angélique d'être pas être l'esclave le plus sage, on va dire. Ah, ben c'est ça. Ouais. Ben surtout, si on regarde la bibliographie ou en fait compte des histoires sur elle, il y a beaucoup de relations, en fait compte, de références au fait qu'elle était insoumise, qu'elle était une esclave, qui n'était jamais vraiment accepté son rôle d'esclave. Ça a l'air, mais c'est intéressant que toutes ces plaintes, ça arrive après que elle puis Claude Thibault se sont fait pogner en essayant de quitter pour la Nouvelle-Angleterre. Avant, il n'y avait aucune plainte. Il n'y avait aucune plainte. Et aussi, en même temps, tu me dis que les deux se sont fait pogner, on va dire, à Longueuil. Ouais. Et Mme Francheville avait un problème avec Marie-Joseph. Elle avait une espèce... peut-être qu'elle la détestait un peu, donc ça va se corser, là. Ouais. Et de plus, on sait que elle s'est organisée pour vendre Angélique en premier à un associé qui était à Québec. Alors, OK. Ah ben. Alors, à ce point-là, ça tombe encore pire pour les relations entre les deux. Bon, on va prendre un petit break parce que c'est un sujet assez sérieux cette semaine. Des fois, je cherche à faire des petites rigolades ici et là, mais là, je me trouve pas mal à plat, surtout que c'est un sujet qui est un peu difficile à avaler, surtout qu'on pense que notre histoire est très belle dans le sens que c'est toujours des héros et toujours des combats et des batailles. Ben là, on a la réalité du fait que l'esclavage existait ici en Nouvelle-France et que même que la France avait plus ou moins rendu la pratique illégale. Ben, c'était pas vraiment, ça faisait partie de notre culture dans ce temps-là. Mm-hmm. Alors, on va écouter Bernard Adamus. La semaine dernière, je vous ai fait écouter Bernard Adamus et puis j'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aime beaucoup Bernard Adamus. Alors, on va écouter son deuxième tube qui s'appelle La question à 100$. Puis si vous voulez faire YouTube puis checker cette vidéo-là, c'est très, très, très intéressant. C'est l'histoire d'un 100$ qui traverse à travers tous les gens qui se passent ce 100$ de main en main. Et puis, c'est très, très, très intéressant et je suggère de le regarder. Alors, Bernard Adamus, question à 100$ et on vous revient tout de suite après. C'est bien tranquille, il se me rassoit du Claude à tank du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire, t'es fouéré des sofons, ça comme des vieilles sacoches. Du Claude en revient pas. L'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière, c'est senti, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine ou ben c'est le fond de bouteille. Du Claude a pogne le téléphone puis elle appelle son homme. Elle dit Simon, pas seul que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va te long cette année, j'suis cassé ben raide. Cherche tout bas du côté du mousse qui est un peu de blé.
Madame, il mange des croûtes de pain pis l'autre qui fume de la feuille. Il cherche une geek de fin de mois à arrondir. Qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de la fenêtre? C'est la tempête avec les flots font la fête. Il y a des rêves en boucan pis des remords de bonne femme. Ça cloche c'est 30 trop tôt, la musique perd de son charme. La question est proche mais la réponse est pareille. Tu cherches de quoi manger, qu'est-ce que tu vas te mettre dans les oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un petit côte sur le dos. On s'entend-tu, c'est pas le Père Noël, tu vois sortir du métro. L'hiver va te long cette année, il est cassé ben raide. Il cherche tout bas du côté, ce mousse qui a un peu de blé. Pis je suis cassé ben raide. Mes pauvres demain, moi je sais pas faire grand chose à part chanter des rengaines pis dire aux filles que je les aime. C'est une saison slush de boîte, de gadou pis de frette. Une changer ma bonne femme pour s'élivrer avec. Elle a des beaux bras de ciel, solides comme le fer. The girl that I love got long black curly hair. Ça allait, je rappe aujourd'hui, j'étais curé de chanter comme hier. C'est crétaine de même, mais ton sourire me rend fier. La question approche, est-ce que la réponse s'en vient? Ton odeur à maison, va-tu être là demain? J'étais à 4 pattes dans la cuisine en train de shiner le carrelage des jardins dans le tapis. C'est qui la femme de ménage? C'est qui sacrament qui a écrit vive le vent. Fais-moi faire à matin, quoi, Berville-Rosemont. Y'a la job qui m'appelle pour t'accoler ta maison. Soleil que soleil brille, c'est plage de maté. La bière coule à flot dans les ports de Séville. J'suis comme un enfant fou qui compte ses billes. Et regarde, j'suis comme un malade dans un allée de cueil. La question approche, elle me bourdonne des oreilles. Si je veux du miel, faut-tu vraiment je fasse comme l'abeille? Là, c'est soir de show, toutes les verres débordent. Les 5 piastres à la porte pour le gars classico. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Halifax Métro, CKRH FM 98.5 à Halifax. Et aujourd'hui, on parle de Marie-Joseph Angélique, une histoire très méconnue, en fait, qui donne bien parce que c'est ça qu'on veut. On veut des histoires méconnues qu'on découvre. Et puis, bon, là, c'est une histoire, en fait, comme Bernard Adamus, c'est une chanson un peu morose qui nous met un peu dans la situation, dans l'esprit de cette histoire. Alors là, on s'est laissé où ce que Marie-Angélique, elle a essayé de quitter Montréal. Avec son amour. Avec son amour. Ouais. Et puis, ça a marché parce que son plan a marché, mais en fait, compte, une fois qu'elle s'est rendue sur la rive sud à Longueuil, elle s'est faite pogner. Et puis là, en plus, la veuve de son maître qui est mort, elle en veut à Angélique pour une raison ou une autre, on n'est pas trop sûr. Et puis là, les deux sont l'amoureux et Marie-Joseph sont un peu dans un gros pétrin, là. Ouais, mais à ce moment, ça semble encore pire pour Thibault, parce que lui, comme engagé, c'est pas un esclave. Alors lui, il peut se trouver coupable pour la crime pour amener un esclave avec lui. Angélique, c'est une esclave. Elle peut pas être coupable. Elle peut pas se faire accuser de ça. Alors, réponds-moi une question. Elle est... OK, vas-y. Son maître est mort, alors elle, maintenant, elle appartient à la femme? Oui. OK. Ça, j'étais pas sûr de ça. Oui, OK. Mais à ce point-là, c'est Thibault qui va en prison. Angélique, comme esclave, n'est pas responsable. Okay. Et elle retourne chez Madame Francheville où, comme on a discuté avant, ça va pas très bien.
Ayant dit tout ça, et peut-être c'est un des les indices que ça a dû être un vrai amour entre Thibault et Angélique, malgré tous ces problèmes avec sa propriétaire, Madame de Francheville. C'est indiqué que Angélique visitait Thibault à plusieurs reprises à prison et chaque fois lui amener de la nourriture. Ah, alors, même une fois que Thibault est en prison, là, Ouais. alors Angélique est vue aller l'aider, lui amener des provisions pour le garder vivant, en fait. Oui. Alors, Thibault est en prison pour un peu plus qu'un mois, mais finalement, moi, je sais pas, peut-être c'était pas si pire que ça à cause qu'ils sont fait pogner. Le 8 avril, ça veut dire 2 jours avant l'incendie, Thibault est laissé aller. Des documents qui sont toujours à l'Archive nationale à Québec. C'est tout écrit. Thibault est tout de suite retourné voir Angélique, puis apparemment il y avait une confrontation avec Madame de Francheville, parce que n'oublie pas, Thibault, c'était l'engagé de Madame de Francheville. Alors, maintenant, apparemment, son temps de contrat est terminé. Lui, il est un homme libre, il peut partir. Moi, ma théorie à moi, c'est qu'il est venu pour dire que j'amène Angélique avec moi. Moi, j'aime penser que peut-être il y avait un amour là, puis c'est ça qui est arrivé. Madame de Francheville se fâche puis dit désolé, mais je viens de vendre Angélique le minute que le printemps arrive, puis on peut monter jusqu'à Québec. Excuse-moi, descendre à Québec. Angélique est partie. Alors là, ça, on est-tu sûr pour vrai qu'elle a fait ça, ou peut-être c'était plus une menace pour se débarrasser de Thibault? Il semble que les documents disent oui. C'est le contrat a été signé. Elle a fait ça avec un monsieur Poirier, je pense. Okay. Alors, c'est sûr et certain que la vente, c'est arrivé. Alors, Angélique, là, elle sait pour certaine qu'elle va se faire, que sa possession va être transférée à un autre propriétaire. Ouais. Oh. Alors là, il semble, selon l'histoire, c'est que la logique, c'était que Thibault et Angélique ont décidé qu'ils vont s'échapper une deuxième fois, encore une fois en traversant le Saint-Laurent avant que ça gèle. Mais note que c'est maintenant avril. Je pense que même moi, je ferais pas ça, traverser le Saint-Laurent au mois d'avril. Dans la glace. Ça commence, oui. Mais quand même, c'est ça la théorie. Et la logique, une fois après l'incendie, c'est que Angélique a commencé le feu comme distraction. Alors, maintenant, on est rendu à la grande incendie qui est arrivée la nuit du 10 avril 1734. Alors, l'histoire, c'est qu'à 7 heures le soir, les habitants, en rentrant de l'église, ont entendu le cri, l'avertissement « feu ». Okay. Il faut pas oublier, Montréal, à ce point, c'est tout construit en bois. Ah oui. Alors, le feu, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup faire. C'était assez venteux et très, très, très vite, on a perdu une 50aine de maisons. Non seulement ça, mais les bons habitants de Montréal ont pris avantage de la chaos qui existait, puis on faisait des petits vols. Ah ben c'est ça. Ils ont pris avantage de ça, ils ont été dans les maisons et dans les églises et se sont emparés de vestiges et de propriétés. Exact. Alors tout de suite, on commence à trouver qui est-ce qu'on peut blâmer, puis selon les témoins, selon l'histoire, c'est même pas le matin du où est-ce qu'on est maintenant, le 11. Le 11 avril, déjà, Angélique s'est fait accuser. Elle a été trouvée dans un jardin tout seul, mais l'accusation est faite. Puis ce fois-ci, et là encore, je vois un peu les mystères de la loi française à ce point. Avant, Angélique n'était pas coupable pour avoir partir parce qu'elle est esclave, mais maintenant, apparemment, elle est coupable. Ça se peut, ça doit. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse dans ce petit mystère-là, c'est qu'à ce point-là, personnellement, si je mets feu au Vieux-Montréal ou à Montréal, je pense pas que j'aurais vraiment resté là. Je serais peut-être parti me cacher dans le bois. Ouais, surtout si le but c'était de s'échapper, il me semble qu'on serait en train de s'échapper. Alors ça, c'est louche un peu, le fait qu'ils l'ont retrouvé le lendemain matin. Ça me dit un peu que je pense pas qu'elle avait trop de culpabilité. Sinon, à mon avis, elle serait partie. Si moi, je mettais le feu, j'aurais parti. Je serais parti. L'autre mystère là-dedans, on n'a jamais trouvé Thibault. On va jamais lui trouver. Il est parti, puis c'est tout.
On va jamais entendre de lui encore. Alors, Thibault a disparu. Ouais. Eh ben, il n'y a pas de témoin de rien de ça, hein? Ben, pas de la disparition de Thibault, ni jusqu'à ce point, il n'y a personne qui a dit que j'ai vu Angélique qui commençait le feu. Il y a un de ces esclaves autochtones dont j'ai mentionné une jeune fille qui s'appelait Marie Manon. Elle était la propriété des voisins. Puis elle a dit que pendant qu'elle s'occupait du feu dans le bois à côté, elle a entendu Angélique qui menaçait sa maîtresse en disant « Tu vas pas dormir chez toi à soir ». Alors, cette petite histoire-là d'une jeune fille, et quand je dis jeune, je parle moins de 10 ans, ça c'est vu comme, OK, voilà, c'est sûr et certain, c'est elle, et on lance Angélique aux prisons. Thibault aussi, il faut dire, une accusation est publiée pour lui, mais on va jamais lui trouver. Alors, ils disent que les deux étaient ensemble dans l'accusation. Mais là présentement, la seule témoin, c'est une fillette qui est esclave en plus. Donc, à mon avis, la maîtresse de cet esclave-là aurait sûrement pu lui souffler à l'oreille quoi dire. Mais n'oublie pas aussi, un esclave n'est pas une personne légalement. Peut-être elle a une certaine humanité et comme telle, peut-être elle était catholique, mais selon tous les règles que j'ai racontées avant, de ce qui s'appelle la Code noire, un esclave ne peut pas être témoin dans un tribunal. Mais soudainement, je suppose, il y a des exceptions qui se font. Ben, on dirait ça m'a l'air un peu d'un lynchage, un peu. Ben, il faut comprendre. Je peux pas dire ce mot-là. Un feu comme tel, 50 maisons à Montréal à ce temps-là, ça c'est quand même une grande section de la ville. Ben oui. C'est sûr et certain que tout le monde est pas mal fâché, puis on veut quelqu'un qu'on peut blâmer. À ce point aussi, c'est peut-être important d'expliquer qu'il y avait à ce point-là, dans le code légal française, l'idée d'une condamnation sur la foi de la rumeur publique. Oh boy! Ça, c'est une façon compliquée de dire s'il y a assez de personnes qui disent on pense que c'est toi. Ça, c'est assez pour faire l'accusation. OK. Alors, on va prendre une petite pause, là, parce que je veux que tu répètes ça. Tu as dit condamnation. Une condamnation sur la foi de la rumeur publique. Condamnation sur la foi de la rumeur publique. Ouais. Alors, ça veut dire on peut condamner quelqu'un basé sur une rumeur s'il y a assez de personnes qui la propagent. Oui. Et on fait confiance à la foi de ce public-là. Là, on est en train de vraiment pervertir ce qu'on considère la justice, là, parce que là, présentement, ils ont changé d'idée sur son éligibilité à être condamné. Et en plus, on la condamne sur une loi qui, en fait, compte, utilise des rumeurs comme évidence. Oui, et de ce que moi j'ai dit au début, officiellement, c'est pas Angélique qui devrait être responsable, c'est Madame de Francheville, sa propriétaire. Ben là, on va prendre une pause, là, digérer ça un peu. Ouais. On va écouter Richard Desjardins. Je sais que tu aimes bien Richard Desjardins, absolument, toi. Ouais. Et puis, une de mes chansons préférées de Richard Desjardins, là, ça s'appelle « J'ai couché dans mon char ». Écoutez bien les paroles là-dedans, là. Ça frappe. Et puis, on vous revient tout de suite après avec la conclusion, en fait, compte, qui serait le tribunal. Il va y avoir un tribunal. Ouais. On vous revient avec ça. Et puis, bon, ben, on continuera l'histoire de Marie-Joseph Angélique après la pause. J'ai roulé 400 000 sous un ciel fâché, aux limites de la ville, mon cœur a clenché. Les gros flashs apparaissent dans mon âme égarée. Les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Revenir d'exil comporte des risques, comme rentrer un aiguille dans un vieux disque. Ouais, ben, y a eu ben du progrès, ben de l'asphalte, ainsi de suite. Je me demande qui je serais si je t'ai resté ici. Une peine imbuvable, à qui la faute? J'étais juste plus capable de l'avoir avec un autre. Mais c'est tout oublié, je suis redevenu un homme, le petit cœur pomponné, sans mieux voir ses vieux chums.
Salut les Apaches, salut les crottés. Vous me trouvez le stash, oui je paye le party. J'entends la fonderie qui roche, pour ceux qui le savent pas. On y brûle la roche et des tonnes de bons gars. Les grandes cheminées, éternelles comme l'enfer. Quand le gaz m'a pogné, je suis venu tout à l'envers. Entendez-vous la rumeur, la loi de la compagnie? Il faudra que tu meures si tu veux vivre, mon ami. J'ai passé mon petit change dans le trou du téléphone. Sentiment étrange, je rejoins plus personne. A time flies, que je me dis, je m'en vais faire de mon best. J'ai marché dans la nuit en cherchant un orchestre. Je prends ma chambre à Capri, j'aboutis dans la même brûlure sur le tapis, même vue sur la mine. Comment dormir dans un lit où de baiser des anges? Je sens monter la folie, je descends dans le lounge. Dans la flamme d'un briquet, un visage intriguant. Ce gars-là le connaît, bon Dieu mais c'est Satan. Ah, long time no see, il fait pas chaud là, mazan. J'ai passé proche l'embrasser, à force que j'étais content. Il me dit la gang est splittée, c'est à rien qu'une époque. Sa valeur est tombée comme le prix de la COP. Il me dit, ils sont toutes faites buster, un après l'autre. À la fin, il est resté, oui, mon homme pis son côte. Les autres ont fermé le gueule, ils déclarent à l'impôt. Nouvelle clientèle et musique de robot. Quand les downs de tes highs te défoncent l'intérieur, tu t'engages comme bétail, pas de malheur, pas de bonheur. Ils ont vendu l'amour bandé pour de la tendresse. Ils se sont enfermés dans la chambre de commerce. Il dit, à cette heure, je suis quasiment tout seul à fournir à Plaza. Que c'est que le monde veut, qu'est-ce que la loi veut pas? Elle peut venir me chercher pour me passer les menottes. 40 ans de liberté, de nos jours c'est une bonne cote. Y a personne qui manque. Bon, on vous revient tout de suite parce qu'on va manquer de temps sinon. Ouais. Alors là, on est rendu au tribunal. Tu me dis qu'il y avait une témoin, une fillette de 10 ans qui avait dit qu'il l'avait entendu s'engueuler avec la maîtresse par rapport, puis qu'il l'avait comme menacé, on va dire. Ouais. Et puis là, après ça, elle a été condamnée sur une loi complètement farfelue, à mon avis, qui était une loi par rapport que tu peux condamner quelqu'un s'il y a assez de monde qui corrobore la rumeur. OK. Alors là, on est rendu là. Là, comment ça se passe après ça? Alors, le tribunal, évidemment, ça va être un grand événement. Angélique s'est fait accuser d'un crime pour laquelle qui a affecté tout le monde. Alors, c'est très, si on peut utiliser le mot populaire. Apparemment, pendant ces 6 semaines-là, le cours était bourré avec les civils qui voulaient écouter et assister à la tribunal. Alors, quand même si ça semblait pas mal évident et que Angélique est là comme bouc émissaire, ça a pris 6 semaines avant qu'ils ont pu finalement décider à 100% que oui, elle est coupable. Et la seule raison que ça c'est finalement ça c'est plus arrivé, c'est que on a déjà parlé de la jeune fille Marie Manon, une esclave peinée, et maintenant on a une fille de 5 ans
OK. 5 ans, qui était dans la maison à côté, là, le voisinage aussi, elle aussi, et elle dit qu'elle a vu Angélique avec un seau rempli de charbon en train de monter au grenier. Alors, ça y est, là, maintenant, le tribunal Là, ouais. au complet. Super. On a notre témoin. On le savait tous. Elle est coupable. C'est fini. Condamné par une fillette de 5 ans. 5 ans, ouais. Et on va revenir à cette fillette-là. C'est quand même intéressant. En tout cas, alors là, il faut déterminer la punition très vite. C'est compris que ça va être une peine de mort, mais il faut avant ça faire vraiment certain qu'elle est coupable, puis il n'y avait pas d'autres personnes. Alors, c'est la torture à la mort. Il y a toutes les étapes, puis chacun était très, c'est numéroté et c'était très organisé. En premier, elle serait déshabillée en public. On va mettre un nœud coulant autour de son cou. Oui. On lui donne un flambeau qui pèse 2 livres. Alors, je sais pas, c'est pesant. Elle doit se promener dans la ville avec une affiche sur le dos qui annonce qu'elle est pyromane. Oui. Là, elle doit aller à l'église, puis elle va faire sa déclaration de culpabilité. Elle va avoir un main coupé, et à ce point-là, on va la brûler vivante, et une fois morte, on va lancer ses cendres au vent. Et n'oublie pas, comme catholique, ne pas être enterré dans la terre consacrée, c'est une des pires choses qui peut arriver. Oui. Alors, je sais pas trop quoi dire. Là, écoute, c'est un peu rude, à mon avis. Alors là, le juge, lui, il décrit tout ça dans son... Il y a toute une liste ici. Là. Il veut y couper les mains, il veut la brûler vif, il veut... OK. En tout cas, mais parce que c'est une peine de mort, automatiquement, selon la loi, il faut que ça aille au Conseil supérieur. Okay. Et là-bas aussi, ils partagent, ils confirment la punition, mais les autres, ils disent, on va enlever un peu de cette boucherie-là. Il faut pas qu'elle aille sa main coupée, ni est-ce qu'elle va être brûlée vivante. On va simplement la pendre et une fois mort, lancer ses cendres au vent. Alors moi, j'ai pensé, OK, au moins, je dis pas que je suis d'accord de tout avec ce qui se passe, mais au moins, il y a une certaine humanité là-dedans. Mais malheureusement, c'est pas le cas, parce qu'avant qu'elle puisse être tuée, franchement, il faut que le cours fait certain qu'Angélique il y avait pas de partenaire. Probablement, on cherchait toujours Claude Thibault, okay. son amoureux qui est parti. Alors, Angélique doit faire face à une torture dans quelque chose qu'on s'appelle la botte, qui est quasiment une machine, je sais pas comment l'expliquer, une affaire de bois dans laquelle on met les jambes du prisonnier, puis lentement, on écrase ses jambes. On écrase les jambes et les pieds. Oui, absolument très, très, très pénible. Aussi un peu très, 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 très tragique. Ceci, c'était fait par un autre esclave, identifié comme Mathieu Leveillé. Ayant dit tout cela, Angélique a refusé d'accuser quelqu'un d'autre. À ce point-là, elle disait non, c'est moi qui ai fait ce feu-là. J'ai agi tout seul. Et elle supplie pour elle demande pour que ça termine le plus vite que possible. Elle veut être prête à mourir. Là, elle veut mourir. Ouais. Alors, en fait, compte, avec autant de torture, ça ramène un peu un sujet même qu'aujourd'hui, qu'avec les Américains et tout ça, et Guantanamo et toutes les histoires qu'on a eues, qui disent comme quoi la torture, en fait, compte, le torturé va dire ce que tu veux entendre. Là, parce qu'il veut juste que ça finisse. Là, il va dire oui, c'est moi pour que tu puisses en finir puis que le supplice arrête. Ben, la torture, ça va continuer en France et en Angleterre comme processus légal à travers les années 1700 et même les années 1800. Alors maintenant, il faut regarder, et n'oublie pas, à cause que ce tribunal était si populaire, un des grands, si on peut appeler ça un avantage, ou au moins un des effets positifs, c'est que on a beaucoup de documents publiés au sujet de Angélique, et des documents primaires. Alors, c'est-à-dire tous ces témoins qui ont porté leur version de l'histoire au cours, c'est tout documenté, c'était tout écrit. Alors, ça donnait les historiens un accès à c'est quoi la vie d'un esclave en Nouvelle-France. Et de tout cela, il semble y avoir deux perceptions. La première, moi j'appelle ça la perception orthodoxe, qu'en effet,
Angélique a probablement pas commencé le feu. En effet, le feu à ce point, c'était assez commun. Oui. Les édifices sont construits en bois. Tout le monde utilise le feu pour tout. Et en effet, selon un recherchiste, c'était probablement la jeune fille Marie Manon, cette petite esclave autochtone. Selon elle, c'est elle c'est Marie Manon qui était probablement responsable. Comme accident, oui. mais c'est elle qui était responsable pour avoir commencé le feu, pas Angélique. Voilà une perspective qui démontre Angélique vraiment comme victime à 100%. Ayant dit ça, il y a un autre cherchiste, celui-ci un professeur à Dalhousie University, qui a fait son doctorat au sujet de Angélique. Et elle dit que Angélique, en effet, oui, c'est elle qui a commencé le feu, et c'est parce qu'elle s'est fâchée contre le gouvernement, contre toutes les injustices qu'elle a vécues, elle a fait ça. Alors voilà les deux perceptions, et peut-être ça nous fait poser beaucoup de questions dans l'histoire canadienne aujourd'hui. Dernièrement, finalement, peut-être Angélique a reçu au moins une reconnaissance. En 2006, le gouverneur général Michael Jean a dédié une plaque commémorative qui se trouve à Montréal. Aussi, il y a un parc, c'est à côté du Champ de Mars, le métro à Montréal, et c'est connu comme le parc Marie-Joseph-Angélique. Bon, alors, en fait, quand elle a eu, c'est posthume, là, mais elle a eu un hommage à laquelle participait le maire de la ville et organisé à Montréal. Une plaque commémorative dédiée à Marie-Joseph-Angélique est dévoilée par Michael Jean. Ouais. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est au Champ de Mars à Montréal. Moi, je l'ai jamais vu. Alors, je te dis que la prochaine fois que je passe par Champ de Mars, je vais la chercher, cette plaque-là. Ouais, apparemment, c'est près du site de l'Édicule, au Champ de Mars, mais je pense que je vais essayer de la trouver. Ouais. Et aussi, je devrais noter, il y a des très bons livres écrits au sujet de Marie-Angélique. En plus, il y a un site web, c'est plutôt pour les étudiants de l'histoire, les grands mystères canadiens. Puis ça s'appelle « Qui a commencé l'incendie de Montréal ». Je vous encourage fortement si ça vous intéresse. Bon, merci beaucoup, Robert. C'était une histoire vraiment enfiroipante. Et je vais m'en rappeler de celle-là. Alors, on va écouter rapidement Diams, le temps que je vais chercher JP au téléphone. Diams, qui est intéressant, c'est une rappeuse française. Il n'y a pas beaucoup de rappeuses françaises. C'est un milieu surtout dominé par des gars. Et puis elle, puisqu'il y a un manque de rappeuses françaises, tu sais, quand ils font les combats de rap l'une contre l'autre, elle fait un combat de rap contre elle-même. Oh, wow, cool. Alors, et puis c'est très, très bon. Et puis, l'alter ego qu'il utilise pour faire son combat de rap, c'est Suzy. Et elle, celle qui chante, c'est Diams. Alors, tu vas voir quand Diams embarque, le tempo augmente. Alors, on écoute ça et on vous revient avec JP dans quelques minutes. On m'attend au studio, pareil qu'il y a un challenge là-bas, pareil qu'il y a une petite qui dit Zizi, j'ai la manche là-bas. Bon, elle est chiante en plus, ce matin je suis pas d'humeur. Je vais voir son producteur qui pour m'avoir à jouer l'allumeur. Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire. Je parle de Uzi, dans la tête désir. Je vais dans la provoque, ouais, je suis la future Missy. Je suis une meuf trop top, ouais, une bombe et même un missile. Donc faut que je crame ma rivale dans le tournoi. Faut que je mette le paquet, sinon la victoire elle est pas pour moi, j'avoue c'est le trou noir. Si je perds c'est la honte, mais je suis pas sournoise. Car je veux percer là-haut, tu veux me cerner. Je rappe mieux que toi et ta bande. Direct quand tu m'écoutes, ferme-la, cache et abandonne. Donc Diams, diamant, je vais lui mettre un perfect. Elle a à peine lâché une farce que déjà moi j'intercepte. Tu redis quoi ça? Est-ce que tu contestes, c'est pas hasard? Qu'on m'ait pris dans ce contexte, moi c'est Suzy. Je vais la rabaisser, l'humilier, des vannes par milliers. Je vais la scier, je vais la pililier, à aucun groupe, ni lascar ni tribu. Suzy, lié aux défaites que je distribue. Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire. Je parle de Uzi, de rater le désir. Peu importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche, diamant c'est plus figurant. Qu'est-ce qu'elles ont tout à se prouver? Diamant, paraît que je suis rare. Diamant,
que je suis dur à trouver. Paraît que je suis dyslexique, car paraît que j'ai dit lexique. Pareil quand je dis lésique, y'a des filles qui se disent sceptiques. Elle est tellement pas connue que je savais même pas qu'elle existait. Faut pas que je reparte toute nue, faut pas que je la laisse résister. Mais bon, malgré tout, diamant, j'ai pas d'handicap, j'ai le flow que cernent les demoiselles. Et que même les bandits captent, logiquement, je devrais même pas rentrer dans le jeu. Mais c'est plus fort que moi, je devrais même pas car c'est dangereux. Imagine qu'elle me sorte, moi, puis je m'en fous des polémiques. Si la fille elle pose unique, moi je m'en fous du kick, moi je pose gros les filles. Bon, faut que je roule, je vais être en retard, elle va croire que je fuis. Même si elle suit, je ferai pas de sentiments. Elle verra qui je suis, diamant, je suis la force, elle le légume. Et je déguste la fille, je dégomme. Quand mon flow de n'importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche, diamant c'est plus les figurants. Bienvenue sur Brut de Femmes pour le fameux clash entre Diams et Suzy. Ça va déchirer, préparez vos cassettes. Alors c'est toi la rivale, toi qui face à moi frime. T'as à peine 15 ans, tu marches de travers 75 à de poitrine. Mais bon, vas-y rappe un peu, que je rigole beaucoup et fort. T'as intérêt d'avoir du cran et d'avoir fait beaucoup d'efforts. Je suis Suzy, je manie le mic comme le fusil. Je pète tes fusibles, je rappe à la chaîne. En gros, je rappe à l'usine. Pourquoi tu l'ouvres avec ta voix rauque? Wesh, t'as fumé trop de Maroc. On parle de toi dans les arocs avec ton rap de Huok. Vincile, montre-leur qui met à l'amende qui, hein? Diamant qui met à l'amende, diamant qui pose salement, diamant qui pose sagement, Suzy, sagement, moque, même si le message manque dans ce passage, non, et donc c'est pas sage, non, diamant c'est de l'abattage, non. Diamant gueule son nom, diamant dans ta sono, diamant dans ta son, diamant tente à son tour de cramer sa rivale, si elle arrive à le faire, ce qu'elle va le faire avec la poigne, ça va le faire. Et maintenant, Vincile, tu remets le son normalement, parce que la petite, je crois pas qu'elle puisse suivre, diamant. Tu m'as fait un vrai coup de crasse, tu mérites des vrais coups de crosse, des vrais coups je casse, ton image car moi, Suzy, je suis partout où je pars, j'aurai ma revanche, sur un cunière et acharné, dis ce que tu veux, je déchire, même si je suis dur à cerner. Peu importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche, diamant c'est plus les figurants. Franchement, là il y a de la mise à l'amende grave. Et on sait tous pourquoi. Parce que là... Diamant qui met à l'amende, diamant qui pose salement, diamant qui pose sagement, Suzy, sagement, moque, même si le message manque dans ce passage, non, et donc c'est passage, non, diamant c'est de l'abattage, non. Diamant gueule son nom, diamant dans ta sono, diamant dans ta son, diamant tente à son tour de cramer sa rivale, si elle arrive à le faire, ce qu'elle va le faire avec la poigne, ça va le faire. Diams, non, 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 c'est 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 Diams. Bon, ça c'était Diams. Et puis, JP, t'es-tu là? Je t'ai-tu eu, là? Ben oui, je suis là. Bon, écoute un peu, là, tu m'as envoyé quelque chose, là, tu vas te le faire jouer, là. Parce que là, c'est différent que la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait jouer le doudou normal. Cette semaine, check bien. Attention, nous fermons les portes. Ben Alors, oui. il faut annoncer qu'on ferme les portes, là, parce que c'est pas évident que quand les portes ferment, qu'il faut faire attention. Celle-là est oui, bonne. ben Dave, c'est le nouveau thème sonore du nouveau wagon de métro de Montréal. Ah. Mais en passant, on va parler encore du métro de Montréal. Ben là, je pense passant, on va faire une série, là, une chronique. Tu vas nous donner plusieurs... Parce que le métro de Montréal, là, c'est un énorme sujet. On va séparer ça en plusieurs chroniques. Alors, la semaine dernière, on a parlé un peu de l'expansion à Laval. Et puis, cette semaine, bon, quelle facette veux-tu explorer? Mais avant tout, là, je voudrais te dire bonjour, David. Bonjour, Robert. Salut, bonsoir, JP. Bonsoir, Halifax. Et bonsoir, la Nouvelle-Écosse. Bon! Juste dire ça. Ben, on est bien content. On est bien content de t'avoir. Ben, parfait, là, je suis en train de faire la vaisselle, là, j'ai pris une petite pause, là, puis qu'est-ce que vous voulez me demander, là? Ben là, écoute, l'expansion de Montréal, là, l'expansion du métro de Montréal, la semaine dernière qu'on a parlé de ça, ça va de l'air de chauffer les oreilles un peu, là. Ça l'est encore, oui. Ah, ça chauffe encore les oreilles, parce que je pense que tu parlais du grand fiasco de l'expansion à Laval, comment que c'était supposé de coûter genre 100 millions, puis ça finit par coûter 1 milliard. Et puis, bon, ben là, je pense aussi que le métro était supposé d'aller à Montréal-Nord. Toi, tu habites à Montréal-Nord, ouais? Oui, pour l'instant, oui. Et ben là, je veux pas dire que le métro à Laval, c'est un fiasco. Je dis que les priorités auraient dû être à Montréal-Nord puis dans l'est de l'île avant Laval. OK, et pourquoi? Mais là, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens de l'est de l'île là, qui s'en vont au centre-ville, tout ça. C'est bien plus que à l'époque, les gens de Laval, tout ça. Mais
dans l'est de l'île, là, il y avait déjà un projet là, qui était entamé. En 1970, on parle il y a peut-être 40 ans, là, 46 ans, là, on disait que la nouvelle ligne de Montréal-Nord, la ligne blanche, la ligne numéro 7, allait être prête en service en 75. En 1975. OK. Alors là, on peut dire qu'ils ont manqué leur shot, là. On attend encore. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Juste pour dire, là, bon, juste mettre des chiffres mettre les chiffres sur la table. Bon, 12 nouvelles stations allant dans l'est de l'île de Montréal, ça allait coûter environ 1 milliard. OK. En revenant à Laval, 3 stations, ça coûtait presque 900 millions. Ah ben, c'est 12 pour 3, ça fait tout un ratio. Exactement. Puis on ne sait pas pourquoi, mais ça a été fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au début des années 90? Ils ont dit, bon, on va faire une expansion d'une station sur la ligne orange, qui est la ligne Henri Bourassa jusqu'à Côte-Vertu. C'est un ajout d'une station. Puis là, la ligne bleue, bon, ça a été mis sur la glace. Alors là, il y a eu beaucoup de cafouillage, mais là, c'est... Quand je pense à ça, je pense au maire de Montréal-Nord, Yves Ryan, qui est un maire qui a décédé. Oui, Yves Ryan, c'était le frère de Claude Ryan. Qui était vraiment... Ça, c'était avant que toutes les régions se sont amalgamées, là. Ah oui, avant l'amalgamation, tout ça. Puis Yves Ryan, c'était le frère de Claude Ryan. L'ancien chef libéral. Oui, c'était un député libéral que le monde détestait. Vraiment, au début des années 80, là, le monde le détestait, là, tout ça. Mais Yves Ryan, il a vraiment été un bon maire pour Montréal-Nord. Il a régné pendant 38 ans. Je veux pas dire régné, mais il a toujours été constant dans les événements de Montréal-Nord. Puis en plus, à Montréal-Nord, Yves Ryan, c'est celui qui a... C'est la ville qui avait le moins de dettes par capita, par citoyen, dans toute la province du Québec. Alors, lui en fait, compte, c'était quoi son rôle? Lui, il était pour l'expansion vers Montréal-Nord. Oui. Lui, il était toujours... Puis là, même au-delà de ça, il a été nominé président à l'époque, ça s'appelait la Société de transport commun urbain de Montréal. Puis lui, il se battait férocement pour qu'il y ait un métro à Montréal-Nord. Puis avec toutes les difficultés, il proposait des autobus service express sur certains boulevards. Puis lui, il était contre ça. Puis en revenant sur ça, pour ses convictions, Yves Ryan, il était contre les Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Pas parce qu'il était contre pour les Jeux, mais il était contre que le peuple était pas capable de se payer ce luxe-là. Il était visionnaire. Oui. Puis, quand le stade a été construit, à moitié chemin, le stade a été construit, puis là, il y a eu une grève. Ça, on pourra faire une chronique de 10 émissions là-dessus. Ben oui, le mât était même pas achevé. Yves Ryan, là, il a dit, moi, je mettrai jamais mon pied dans ce stade-là. Alors, il n'a pas écouté les Olympiques. Non, pas juste les Olympiques, le stade même. OK. Le stade même, là, il dit, je mets pas les pieds là-dedans. Il a jamais vu les expos. Jusqu'à sa mort, puis il a tenu à sa promesse. Ah. Il a tenu à sa promesse parce que là, il disait que il préférait avoir l'expansion du métro Montréal-Nord, plus de projets urbains dans l'est de l'île et en tout là sur l'île de Montréal à place d'avoir les Olympiques. Il était pas contre les Jeux olympiques, là. Il était juste contre la construction de tout ça. Il disait que Montréal, le Québec, n'était pas prêt, n'avait pas assez d'argent pour payer ça. Puis c'est tous les citoyens du Québec, là, ceux qui habitent à Trois-Rivières, à Alma, à Abitibi-Témiscamingue, tout ça, ils ont tous payé pour ce stade-là. Oui. Puis mais ça a dû le mettre pas mal face à face avec le maire Drapeau, lui qui était un grand champion de tout ce projet-là. Le maire Drapeau, c'est une autre chose. Le maire Drapeau, c'est un visionnaire. Oui. Mais il calculait pas trop ses affaires. Là.
Quand la métropolitaine, la grosse artère, autoroute qui traverse la ville au complet, là, il avait dit, là, en l'an 2000, on va avoir 7 millions d'habitants à Montréal. Il n'y avait pas tard. Non, il n'y avait pas de mail. Bon. Ben, il n'y en a pas autant. On n'est pas rendu là, mais avec son autoroute, la métropolitaine de 3 voies à chaque côté, là, c'est pas bien passé, là. Alors, il y a des choses, mais quand même, je veux pas enlever sa vision de Montréal. C'est quand même maire Drapeau. Il a amené le métro. Il a amené l'Expo 67. Il a amené les Jeux olympiques. Il a vraiment mis Montréal sur la carte internationale. Alors, c'est quelque chose qu'on doit pas oublier, là. Il y a beaucoup de tort, là, mais en même temps, il y avait beaucoup de bien faire là-dedans, là. Ouais. Mais là, présentement, là, il nous reste 1 minute, là. Oui. C'est quoi est-ce qu'il y a d'autres expansions? Est-ce que tu penses que éventuellement le métro va se rendre à Montréal-Nord ou non? Oui, puis non. Puis là, il parle d'expansion sur la ligne bleue de 5 stations qui va se rendre peut-être dans l'est de l'île. C'est encore en train c'est encore des pourparlers de tout ça, là. Puis on va voir, là. Bon. On va voir, là. Alors, c'est ça. Alors, toi, quand tu parles de Montréal-Nord, là, pour aller au centre-ville, toi, tu te rends là en autobus. Tu vas à quelle station? Henri Bourassa? Mais là, pour aller au centre-ville, là, ça prend environ 50 minutes. OK. Tu prends un autobus métro, ça prend environ 50 minutes. Ouais. Puis, c'est ça. Mais à part ça, là, puis là, ils ont mis l'AMT, ils ont mis le train qui s'en vient à travers Montréal-Nord, là, puis Montréal-Nord a mis beaucoup d'argent là-dedans. Puis, en retour, ils ont dit, bon, on va annuler un service à une certaine heure à Montréal-Nord parce qu'il est pas assez achalandé. Mais on a quand même mis mis le même nombre d'argent que les autres comtés, tout ça. Puis là, ça cause... là, il y a de la colère, là, à la ville de Montréal. Puis, surtout Denis Coderre, là, qui est le maire présent à Montréal, là, lui, il était vraiment frustré sur ça, là. Puis, c'est ça. Ben merci, JP. Écoute, tu devrais aller chercher Denis Coderre, là, puis faire une entrevue avec lui, puis nous dire c'est quoi tu penses de tout ça. Je vais le prendre par le cou, là. Prends-le par le cou, puis c'est ça. Puis demande-y, là, c'est quand l'expansion du métro à Montréal-Nord? Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, ben, on va continuer ça la semaine prochaine. Et puis, merci beaucoup. Et puis, c'était très intéressant. Moi, j'adore écouter ça, surtout quand j'étais jeune. Pour moi, une des grandes joies que j'avais, c'est de faire le métro de Montréal. Et j'ai fait toutes les stations. Et puis, chaque station a une histoire. C'est hyper intéressant. On pourra en parler pendant des heures. Ben, on va se reprendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, là, on va parler juste du positif. OK, juste du positif la semaine prochaine. Oui. Faut pas décourager les gens, là. Quand même, là, c'est un système de transport urbain très pratique qui est certifié vert depuis 1966. Très bien. On va parler de ça la semaine prochaine. OK, ben merci d'avoir écouté La Patrie, tout le monde, puis on se prend la semaine prochaine. J'étais avec Robert Williams, JP Bourré, et puis moi, David Vanier, et on se voit à La Patrie la semaine prochaine. Vous écoutez CKRH au 98.5 Halifax. Moi, j'écoute 98.5 FM. CKRH, le son acadien et francophone. Radio Halifax Métro, CKRH. 98,5. Écoutez en direct. www.ckrhfm.ca. CKRH, au rythme de la francophonie.